Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un infirmier intégré dans le 1st Medical Battalion, rattaché à la 1ère division d'infanterie, la Big Red One, en Normandie, après le 6 juin 1944. Avant toute chose, je souhaite remercier Some Poppy Reproduction pour son soutien. Vous pourrez retrouver sa page Facebook en description. Et vous pourrez retrouver les pièces qui composent cet uniforme dans la boutique La Petite Musette, située à 40 ans les Marais. Bertrand est un passionné qui saura vous recevoir, vous ne serez pas déçus. Cette vidéo m'a demandé plusieurs mois de recherche, mais malgré tout ce n'est pas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés, ou même de faire vos propres recherches sur internet. Et en parlant de magazines spécialisés, je vous invite à vous procurer, voire à vous abonner, au magazine Militaria qui est une de mes sources préférées pour mes vidéos. J'ai écrit un article mensuellement, donc si vous aimez mes vidéos, vous aimerez mon travail littéraire. A savoir que ces articles complètent mes vidéos et inversement. Vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments qui composent cet uniforme sous forme de kit list dans la description avec le timing correspondant. C'est en octobre 1940 que le 1er bataillon médical est officiellement activé à Fort Devens, dans le Massachusetts, en tant que bataillon médical organique. Pour rappel, un bataillon organique est une unité qui comprend toutes les composantes nécessaires pour fonctionner de manière autonome et dispose donc de ses propres unités de soutien logistique, de transport, de communication, etc. Cela permet au bataillon d'effectuer des opérations sans dépendre d'autres unités. La compagnie A disposait de 15 cadres, issus du 8e bataillon médical, et la compagnie B est activée un mois plus tard, en novembre 1940, avec du personnel nouvellement engagé. Jusqu'en janvier 1941, le bataillon s'entraîne et participe à des manœuvres, dont certaines sont amphibies. La première division est renommée 1ère division d'infanterie le 15 mai 1942, et des renforts et de nouveaux uniformes et équipements sont perçus en juin 1942. La compagnie A est rattachée au 16e régiment d'infanterie, la compagnie B est liée au 18e régiment, tandis que la compagnie C dépend du 26e régiment. Le 1er août 1942, le bataillon se rend à New York pour embarquer à bord du paquebot Queen Mary pour arriver en Écosse le matin du 7 août 1942 et suivre de nouveau un entraînement intensif. Le bataillon embarque le 11 octobre 1942, d'abord en avion puis en bateau. Le départ se fait le 26 octobre. Le voyage dure 13 jours pour finalement débarquer en Algérie et participer à l'opération Torche. Le 8 novembre 1942 à 7h, le 1er bataillon médical débarque sur le secteur Z, plage Green, à l'est d'Arzew. Il rejoint le 1er bataillon de Rangers, les 16e et 18e régiments de la 1ère division d'infanterie et une partie de la 1ère division blindée débarquée juste avant, faisant face à des Français fidèles à Vichy. Les blessés sur la plage sont rassemblés et transportés vers un hôpital civil à Arzew par un groupe dirigé par le capitaine Teckmeyer. Un autre groupe, dirigé par le capitaine Pearson, s'est rendu à l'intérieur des terres pour mettre en place un poste de secours. Le bataillon part pour la Tunisie le 7 décembre et il s'installe le 1er janvier 1943 dans les environs de Majez El Bab dans des conditions difficiles. En mars, le bataillon est engagé dans diverses batailles, et 3 blessés sont à déplorer. Un officier et 7 soldats de la compagnie B reçoivent la Silver Star pour leurs actions héroïques au cours des combats. En outre, cette même compagnie B a été spécifiquement citée par le quartier général de la division. La rapidité et l'efficacité avec laquelle les évacuations ont été effectuées ont grandement minimisé les pertes en vie humaine et ont contribué matériellement au succès de l'équipe de combat à laquelle elle était rattachée au cours de cette importante opération. Le bataillon participe à de nouveaux combats du 19 avril au 12 mai 1943 avant de retourner à Oran et de se reposer. Au cours de la campagne d'Algérie et de Tunisie, la compagnie B, rattachée au 18e régiment, a évacué à elle seule près de 3250 blessés sur des routes en mauvais état et sous le feu ennemi. L'unité embarque ensuite le 8 juillet 1943 pour prendre la mer et rejoindre Gela, en Sicile, le 11 juillet. La principale difficulté de cette campagne pour le bataillon n'était pas réellement les Allemands, mais les maladies. En effet, l'île abritait des mouches, des puces, des poux, des moustiques, et comme l'hygiène n'était pas une priorité de la population locale, la dysenterie et surtout le paludisme furent des menaces constantes. En août 1943, le paludisme a fait plus de victimes que les combats. Un médicament spécial avait pourtant été distribué aux soldats, la tabrine, mais il ne fut que peu employé. La campagne de Sicile se termine le 20 août 1943, et le bataillon quitte l'île pour revenir en Angleterre pour préparer une nouvelle opération. Le navire du 1er bataillon médical arrive à Liverpool le 5 novembre pour ensuite se rééquiper et se réorganiser. Durant les mois qui suivent, les hommes suivent des entraînements terrestres et amphibies. Ils perçoivent de la monnaie française le 24 mai
ne laissant plus de doute sur la future destination. L'embarquement eut lieu le 5 juin 1144 pour lancer l'opération Overlord le lendemain. Le bataillon débarque à bord de LCVP à 13h et soigne les blessés sur la plage d'Omaha Beach pendant environ 1 heure. Puis le groupe se rapproche des falaises et établit un poste de secours à l'abri du feu ennemi. Des renforts arrivent avec des brancards dans la soirée du 6 juin, pendant que les véhicules restaient toujours au large. Pour les évacuations sous le feu ennemi sur la plage, il y a eu 14 Silver Stars distribués dans le bataillon ainsi que 6 Bronze Stars. Le 7 et 8 juin, le bataillon s'établit près de Colville-sur-Mer et des véhicules peuvent venir en renfort. Dans les semaines qui suivent, le bataillon participe à des opérations de secours ponctuelles, surtout à la suite d'attaques aériennes. 8 nouvelles Bronze Stars sont attribuées durant cette période et 1 Silver Star. Le bataillon change plusieurs fois de lieu et participe à l'encerclement de la poche de falaise, en soutien médical. 2 hommes furent tués et 6 autres et 1 officier furent blessés lors d'une attaque allemande sur les ambulances, malgré les croix rouges bien visibles. Le sous-lieutenant Joseph Gorniak Jr. reçut la Distinguished Service Cross pour avoir organisé l'évacuation sous le feu ennemi, malgré sa grave blessure à l'œil. Le bataillon effectue de nombreux kilomètres dans les semaines qui suivent, avançant parfois d'une ville par jour. Il contourne Paris pour repartir vers le nord-est et finalement atteindre Mons en Belgique en septembre 1144. Ils atteignent Aaren le 17 septembre et participent au combat, et 7 hommes furent blessés. Ils passent ensuite en Allemagne le 8 octobre à Oberforstbach, toujours en support de la 1re division d'infanterie. 13 Bronze Stars sont attribués dans les jours qui suivent, incluant 2 conducteurs d'ambulance. Le bataillon participe à la bataille de la forêt de Hurtgen, puis est relevé le 8 décembre 1144 pour retourner en Belgique. Le 17 décembre, lors de la contre-offensive des Ardennes, le bataillon est réparti dans ses régiments respectifs et reste à l'est de Liège jusqu'à la mi-janvier, supportant des conditions météo difficiles avec beaucoup de neige. Fin février, le bataillon repasse en Allemagne et avance vers la Ruhr. Il participe à la bataille du pont de Remagen en soutien à la Big Red One. Le bataillon poursuit ensuite sa route pour ensuite fermer la poche de la Ruhr jusqu'à la fin du mois d'avril 1145. Il est ensuite transféré en Tchécoslovaquie et continue de se déplacer jusqu'au 7 mai 1145 à 17h15 lorsqu'ils reçoivent le télégramme leur indiquant la capitulation allemande sans condition avec l'arrêt des combats qui intervient le 9 mai à minuit 1. La tenue portée par les infirmiers était proche de celle des autres hommes de la troupe, la seule différence étant naturellement l'absence d'armes et la présence de brassards pour respecter la Convention de Genève. La tenue présentée ici peut correspondre à la bataille de Normandie, jusqu'au changement de veste à l'automne 1144. Une tenue du 6 juin aura nécessité la présence de la pochette étanche du masque à gaz et de la bouée. Les brodequins en cuir retourné étaient les chaussures de service de l'armée US à partir de juin 1143, et vient compléter l'utilisation des chaussures de service type 3. La hauteur de la chaussure est légèrement réduite et le bout rapporté est retiré sur le brodequin en cuir retourné. Attention à bien essayer vos chaussures avant de les acheter, pour éviter d'avoir des grosses ampoules parce que la taille ne serait pas adaptée. La chaussure est montée sur une semelle en caoutchouc qui était considérée comme du consommable et pouvait être changée du fait de l'usure. Pantalon réglementaire pour toute l'armée US, le pantalon moutarde M37 a connu 2 versions majeures. Il s'agit ici d'une deuxième version avec un rabat anti-gaz interne. Il dispose d'une poche de chaque côté et de 2 poches sur l'arrière. Ces poches arrière ne sont pas destinées à contenir du matériel important et volumineux. Une petite poche à l'avant permet de ranger une montre à gousset. La braguette se ferme au moyen de boutons et le pantalon est adapté au port d'une ceinture, ici du modèle troupe. Ce pantalon était à la fois porté pour la tenue de service mais aussi au combat, ce qui ne le rendait pas pratique du fait de l'absence de grosses poches. Par-dessus le pantalon moutarde et les brodequins, pour protéger les chaussures du sable, de l'eau et des insectes, des guêtres M1138 sont portés. Les crochets doivent se placer à l'extérieur du mollet et vers l'arrière, pour éviter qu'ils ne s'accrochent partout. Une sangle vient passer sous la chaussure pour maintenir la guêtre en place et éviter qu'elle ne remonte lorsqu'on se met un genou à terre. Ce sont ici des originales. Attention à la sangle qui passe sous la chaussure, elle s'abîme avec l'humidité et les frottements. Complémentaire du pantalon, la chemise moutarde M37 est réalisée dans la même laine couleur brune, d'où son nom moutarde. Il existait plusieurs modèles, et c'est ici une reproduction d'un modèle avec rabat anti-gaz à l'intérieur. Elle dispose de 2 poches de poitrine permettant de contenir des petits documents, tels que le paybook ou un portefeuille. La chemise peut avoir l'insigne divisionnaire, mais notre infirmier a décidé de ne pas le porter. Par-dessus la chemise, on retrouve une paire de dog tags, fameuse plaque en aluminium comportant le nom du soldat, son matricule, son groupe sanguin, sa religion, pour respecter les rites lors de la crémation, ainsi que son rappel du tétanos. Il y a 2 chaînes, une grande, qui avait une plaque, pour la porter autour du cou, et une petite pour y accrocher l'autre plaque, destinée à être détachée en cas de décès. Chaque soldat disposait d'un bonnet de police pour sa tenue de service, aussi valable pour la tenue de sortie. Celui-ci a un liseré bicolore, violet et blanc entrelacé pour les troupes médicales. On pourrait avoir l'insigne métallique avec le blason du régiment, mais ce n'était pas systématique.
C'est en juin 1841 que le casque M1 est arrivé pour remplacer le casque modèle 1117 A1. Il est fait en deux parties, la coque en acier et le sous-casque. Ceci permettait d'avoir un sous-casque adapté à la tête du soldat et une coque à taille unique, permettant de faciliter l'intendance. Les casques M1 avaient des attaches de jugulaire fixes lors du débarquement. Les attaches mobiles sont arrivées fin 1944. Sur l'avant du casque, un insigne de la 1re division d'infanterie. En revanche, pas de croix rouge pour les infirmiers de la Big Red One. Il s'est avéré que ces insignes pouvaient servir de cible, d'où ce choix au niveau du QG de la division. L'infanterie a pu percevoir dès mai 1941 la veste M41, avec quelques évolutions notables par rapport à la version précédente, comme l'ajout de pattes d'épaule et la suppression du rabat des poches. Ces poches obliques sont d'ailleurs peu pratiques, vu que ne ferment pas. Elles se ferment avec un zip, puis 5 boutons, et étaient faites pour être portées col ouvert. Dans les poches, des First Aid Kits supplémentaires. Il s'agit ici d'une reproduction de veste qui vient de la boutique La Petite Musette. Sur la manche gauche, l'insigne de la Big Red One cousu à 1/2 pouce de la couture. Dessous, un brassard Croix-Rouge modèle 1124 est fixé grâce à une épingle de sûreté. Le ceinturon modèle 36 était distribué à tous les personnels qui n'avaient pas de ceinturon garant ou barre, donc naturellement, les infirmiers en étaient tous dotés. Une gourde M1142 est accrochée de chaque côté du ceinturon, glissées toutes les deux dans des housses M1110. Elles sont positionnées de chaque côté pour équilibrer la charge du ceinturon. Un bidon est pour l'infirmier et son utilisation personnelle, qui a un quart. Et l'autre bidon est sans quart pour retirer rapidement la gourde de l'étui et permettre ainsi de nettoyer une plaie. Les hommes de la Big Red One ont pu percevoir pour le jour J un Parachute First Aid Packet, contenant un pansement individuel en bois de carton, un garrot et une cigarette de morphine. En dessous, le First Aid Kit est glissé dans un push M1124. Il contient un bandage et parfois un sachet de sulfamide. Il est placé sur l'avant pour être rapidement accessible par un autre infirmier en cas de blessure. Le personnel médical recevait 2 sacoches, suspendues par un harnais spécifique qui permet de soutenir plus de poids, notamment un brancard, en utilisant des sangles longues pour le sécuriser. Pour solidariser les sacoches entre elles et éviter qu'elles ne bougent trop, les infirmiers pouvaient utiliser une ou deux petites sangles, une à mettre à l'arrière, l'autre, non portée ici, à l'avant. Les sacoches pouvaient être raccourcies au moyen d'un lacet, fourni avec, qui se place dans les œillets à l'extérieur, sur le bas. Dans les sacoches, on retrouve de nombreux équipements qui permettent à l'infirmier de pouvoir exercer sur le terrain les premiers soins, sans avoir besoin de l'hôpital de campagne. Le contenu des sacoches changeait en fonction du grade du soldat. Dans la sacoche droite, on retrouve les éléments suivants, presque tous en reproduction issue de la boutique Some Poppies Reproduction. 16 compresses, 4 bandages triangulaires, 5 sachets de sulfamide, un garrot, une bande adhésive, un kit d'onguent pour brûlure, une paire de ciseaux à bandage, un insert type 1 pour placer dans la sacoche avec un pansement, des écouvillons d'iode et une boîte métallique pour mèche glissée dans l'insert. 2 plaquettes d'épingles à nourrice et un pansement pour œil. Dans la sacoche gauche, on a 20 étiquettes médicales avec ficelle, un crayon, 7 petits pansements, 2 sangles longues et un thermomètre. Le reste de l'espace, surtout dans la sacoche gauche, était comblé avec des pansements supplémentaires qui pouvaient être pris dans les stocks. La pochette de gauche était même par moments réduite vu qu'elle était moins remplie. Dans le dos du soldat, le havresac M1128. Il contient le kit d'hygiène, 2 ou 3 rations K, 6 rations C, le tout permettant de tenir quelques jours au combat sans ravitaillement. On peut également rajouter un imperméable. Dans le kit d'hygiène, on retrouve de la mousse à raser, une brosse à dents, du dentifrice, un peigne, du savon, un blaireau, un rasoir et ses lames de rechange, un petit miroir de campagne et une serviette de toilette. Le tout est contenu dans une housse qui se plie et est maintenue fermée au moyen d'un cordon. Sur l'arrière du sac, on retrouve une pelle M1143 pliante, glissée dans une housse premier modèle. Et sur le dessus, on retrouve une pochette pour la gamelle M1142 et les couverts, glissés dans des compartiments. Le port du havresac est assez inconfortable. Il arrivait parfois qu'il ne soit pas accroché au ceinturon pour utiliser les sangles avant pour se soulager brièvement le dos. Et s'il n'est pas attaché, le soldat peut rapidement l'enlever pour s'alléger avant un assaut. Pratique quand on est infirmier, donc devant être très mobile, donc le plus léger possible.
Les bandages étaient d'abord blancs, puis ont été passés en brun au fil de la guerre, le blanc étant trop visible de loin. Il était dommage de voir les hommes blessés servir de cible. On a même eu des bandages camouflés. L'équipement présenté ici est une reproduction à 90%. Les gourdes sont des originales, ainsi que le ceinturon et les guêtres. Vous pourrez retrouver de nombreuses parties de cet uniforme dans la boutique La Petite Musette, et les emballages de matériel médical, je le rappelle, viennent de chez Some Poppies Reproduction. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous invite, pour m'aider à être mieux référencé, à laisser un petit commentaire. Je remercie également Some Poppies Reproduction, La Petite Musette et 10-in-1 Reproduction pour leur soutien. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Pour ceux qui jouent à Call of Duty, Pearson, dans la Big Red One, ça devrait vous dire quelque chose.